Bonjour Philippe, Philippe Rier, journaliste politique. Bonjour Lionel. Bonjour. On avait eu le plaisir de te recevoir au Club Lamartine. Tu es le Oui, premier à essayer ce nouveau rendez-vous du Club Lamartine. Merci à toi. Je merci. voulais, je voulais avoir ton opinion sur la situation actuelle. Le président de la République a fait une intervention pour annoncer un recouvrement, non, un couvre-feu, un reconfinement, voilà. Et le Premier ministre a rajouté, a précisé les décisions. Quel est ton point de vue sur la situation politique aujourd'hui? Bon, mais d'abord, il y a une accélération terrible des annonces. Il y a un complet changement de ce qui était prévu par rapport à la rentrée. On devait avoir un président qui devait être un peu en retrait et un Premier ministre hyperactif pour traiter de l'éventuel reconfinement, couvre-feu, de mesures sanitaires. Et là, vu l'accélération des cas, l'explosion de la pandémie, la pression du conseil scientifique qui avait commencé dès le 8 septembre, on a un complet réordonnancement de l'échiquier politique de l'exécutif. C'est-à-dire que c'est le président qu'on revoit au premier plan. C'est-à-dire que le président ne fait plus confiance forcément au Premier ministre pour avoir le lead, pour avoir la direction des opérations sur le confinement. Et c'est à nouveau le président, comme lors du premier confinement, qu'on voit réapparaître en majesté, qui donne le là et qui rectifie ce qu'il avait dit d'ailleurs un mois avant. Il avait annoncé des jours plutôt heureux. La reprise économique, un discours axé sur la reprise économique et le changement de pied complet, c'est la priorité au sanitaire et c'est l'annonce d'un reconfinement. Il emploie d'ailleurs des mots durs. Il emploie le mot reconfinement. Il n'avait pas annoncé la première fois le mot confinement. Donc, il est dans un langage très codifié, très orienté, médical, je pense très influencé par le conseil scientifique. Donc, c'est le président qui parle en majesté, qui annonce une mesure fracassante, et le Premier ministre intervient en second, comme il se doit d'ailleurs dans une hiérarchie, euh, dans la hiérarchie de la Ve République entre président et Premier ministre, et c'est le Premier ministre qui est obligé de donner des détails sur le reconfinement, ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Puis, comme il y avait un abcès de fixation sur les commerces et comme le message n'était pas clair, parce que toutes ces mesures sont compliquées à préparer, il faut savoir que ce ne sont pas que des annonces, elles doivent faire l'objet de décrets d'application. Et les décrets, ça concerne une foultitude de corporations, d'activités, etc. Et pour que ce soit valide, il a fallu que les équipes travaillent nuit et jour pour écrire, pour rédiger ces textes à toute vitesse en 2 3 jours. Et il y a eu la boulette, enfin l'incertitude, et puis la fronde des représentants du petit commerce. Et donc ça a obligé le Premier ministre à réintervenir une seconde fois, raide, rigide, mais ferme, toujours très ferme sur la priorité sanitaire, mais en acceptant aucune concession sur les commerces et sur des amendements au plan de reconfinement. En tout cas, jusqu'au 15 novembre. Le président est parti au début de son mandat sur un esprit très jacobin. On l'a vu évoluer sur une évolution girondine en disant qu'il allait prendre plus des décisions en accord avec les maires. On a vu ce qui s'est passé à Marseille, où ça a un peu cafouillé. Et là, maintenant, où il redevient jacobin avec une décision forte remettant le confinement, là, on voit de nouveau ces maires, une cinquantaine de maires, agir en en contrant une décision forte du président. Quelles seront les conséquences pour toi à l'avenir de ce côté affrontement maire girondin et ce côté jacobin du pouvoir central du président de la République? Bon, je pense qu'on est dans un épisode de cette confrontation entre Jacobins et Girondins. Le pouvoir, au départ du mandat d'Emmanuel Macron, était très dans le vertical, était dans le jacobin. Et la promesse girondine, elle était à peu près absente. Et puis, les Gilets jaunes, avec le grand débat, ont amorcé un tournant, avec la prise en compte des élus locaux, avec la prise en compte des corps intermédiaires, tout ce qui avait été nié dans la première période du quinquennat. Et la nomination de Jean Castex se veut la traduction, l'incarnation de ce changement de braquet, de cette ouverture vers le Girondin.
Sauf, et ça c'est le paradoxe, c'est que depuis que Jean Castex est aux affaires, sur la crise sanitaire et sur d'autres sujets, etc., on s'aperçoit, on avait vu l'épisode de la fronde des élus du Sud, des élus marseillais, des élus de PACA, des élus de ce qu'on appelle la droite PACA, et puis on le voit dans cet épisode des élus de la France, de petits élus un peu poujadistes de petites communes et d'élus de villes plus importantes, mais sous la férule de LR et du courant le plus proche, je dirais, de Bruno Retailleau, qui semble avoir donné consigne à certains de ses amis pour monter au front. On voit donc que là, il y a une inadéquation entre la promesse girondine de Jean Castex et puis le fait qu'il a décidé en amont, sans en référer forcément au terrain. À quelques exceptions près, après le loupé de Marseille, où il s'était bien fourvoyé, il ménage Paris. Il a, je pense, tenu à avoir des relations très étroites, très régulières, pour ne pas créer de cafouillage à Paris. Parce que Paris, c'est la capitale. Donc, tout est préparé en commun avec Anne Hidalgo, avec le préfet de police, avec le préfet. Et on s'aperçoit que les critiques de la maire de Paris sont tamisées. Elles sont relativement plus modérées que celles de maires d'autres villes de France, et elles se focalisent surtout sur les librairies. Les librairies étant le signe, enfin étant l'aspect un petit peu culturel du commerce. Et donc, c'est cet aspect sur lequel c'est à enfourcher, c'est focalisé Anne Hidalgo. Donc, on est dans une situation abracadabrantesque de tensions qui ne sont pas près de se terminer, où il va y avoir des coups d'accélérateur favorables, je pense au vertical, et puis des réactions du terrain, des réactions girondines, et on va rentrer dans des séquences successives, comme pour les vagues successives de la pandémie. Il va y avoir des vagues, des périodes où ça sera plus jacobin, quand il faudra décider des mesures hard, en somme, plus il y aura de mesures hard, dures, difficiles, ça sera jacobin. Et plus on ira vers, je pense, le desserrement du confinement, plus ça sera en concertation avec les maires, avec le Girondin. Donc la messe n'est pas dite. Mais je relèverai un point pour terminer, c'est qu'en arrière-plan de tout ça, il y a, au-delà du débat jacobin-girondin, il y a le débat égalité. On s'aperçoit que si les mesures sont égales partout, et c'est ce que réclament souvent ceux qui protestent, les Girondins qui protestent, alors là, tout va bien. Vous avez le petit commerce qui dit: «Ah, mais si on ferme les grandes surfaces en même temps, tout va bien». Donc chacun se refile le mistigris, mais chacun est incapable de prendre la responsabilité de serrer la ceinture pendant 15 jours si le voisin ne le fait pas. Donc tout va mieux quand c'est une mesure partout nationale, et c'est ce à quoi on arrive là, avec quand même un reconfinement plutôt bien respecté, mieux que chez certains de nos voisins. Et donc ça, je dirais que c'est la preuve par neuf que pour le moment, on est plus adapté dans les situations gravissimes. On l'avait vu lors de la tempête de 99, on l'avait vu lors des manifestations de 2005. Quand c'est vertical, quand c'est national, ça rouspète moins, c'est plus supporté. Nonobstant les conséquences économiques, où tout le monde s'en fout et tout le monde pense que l'État, dans sa majesté, pourra continuer à faire open bar, à rembourser la dette, et ça, c'est refilé à plus tard. Mais il faut que la solution soit égalitaire pour tous. Et quand elle est égalitaire, elle est forcément jacobine et pas girondine. Là, on va voter 3 fois en une année, les cantonales, départementales, les régionales et ensuite les présidentielles. Est-ce que dans cette première phase, on ne va pas encore de nouveau augmenter cet esprit girondin et affaiblir les décisions gouvernementales? Si, je pense que les premières élections, elles sont girondines, elles sont départementales et elles sont régionales. Il est possible d'ailleurs qu'elles soient un petit peu retardées. Je pense qu'elles seront pour le moins décalées en juin ou en septembre. À l'après-présidentielle, ça m'étonnerait dans un premier temps. Et je pense qu'elles passeront de mars à un petit peu plus tard. Au beau jour, juin, en septembre. Je pense aussi que plus que les dates, je pense qu'il va y avoir un travail aussi de proposition d'une offre de vote, un peu comme en Amérique ou comme dans d'autres pays, surtout si la pandémie doit continuer, doit persister jusqu'à la présidentielle, pour qu'on puisse voter de chez soi de manière sécurisée.
mais il est sûr que dans le cadre de ces élections girondines, hein, les élus, les régions vont mettre la pression effectivement sur l'exécutif en forçant leur contestation, en forçant le ton, en dramatisant, en faisant du chantage un peu par rapport à l'exécutif et en disant que si c'était mieux géré au plus près du terrain, ça serait mieux. Mais le paradoxe, c'est quand c'est géré au plus près du terrain, ben, il y a des effets boomerangs, il y a des effets pervers, et c'est très difficile de voir une mesure appliquée de couvre-feu qu'on avait vu appliquée dans les Pyrénées-Atlantiques, mais elle n'était pas appliquée dans les Landes. Alors, je ne vous dis pas ceux qui habitent dans les Landes et qui vont travailler à 10 kilomètres dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça avait été dramatique. Donc ça, ce sont les limites du Girondin, mais ça va être un des sujets, je pense, politiques très importants et qui va focaliser l'attention de tous. Et je pense que les candidats au régional, au départemental, vont avoir un discours assez construit là-dessus. Et l'exécutif ben, risque d'être encore poussé dans les cordes. On voit bien en ce moment qu'il y a une rébellion des Français qui est appuyée par ces élus. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à une crise politique majeure, euh, institutionnelle? Oui, je pense que la crise, il y a eu déjà un premier risque qui avait eu lieu fin 2018, au moment où le pouvoir était sous la pression des Gilets jaunes, où l'Élysée risquait d'être envahi, etc., où pendant quelques jours, on a dit que le pouvoir était à deux doigts d'être bousculé, sérieusement, même physiquement, avec des hypothèses de recours, Nicolas Sarkozy, un gouvernement d'union nationale, un référendum, enfin, on avait pensé à toutes ces hypothèses. Bon, là, on a une double crise, à la fois sanitaire, mais on n'en a pas parlé depuis le début de notre conversation, cher Lionel, une crise aussi touchant la sécurité avec des attentats à répétition. On a une répétition de vagues de la pandémie, on a une répétition d'actes de terrorisme. Donc, on a un état sanitaire, un état d'urgence sanitaire. Il n'est pas exclu que s'il devait y avoir d'autres attentats répétés, qu'on passe aussi à un état d'urgence tout court, comme après les attentats, hein. Donc, on pourrait avoir un double d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Il n'est pas interdit de penser, et je sais que certains y pensent, à un second état d'urgence. Un état d'urgence au sens où on pourrait refaire des perquisitions sans l'aval des juges, etc., pour mettre le haut là à des troubles liés à des attentats et pour sécuriser la population. Ça, c'est un point. Et par ailleurs, on a un pouvoir terriblement affaibli, un pouvoir exécutif. Ça se lit dans les sondages, ça se sait dans la classe politique, ça se vit au sein de l'exécutif. Un grand hebdomadaire ce matin titrait Le Point dans une de ses chroniques Castex, le problème Castex. Castex est devenu un problème. Il avait été choisi comme alternative à Édouard Philippe, comme étant proche des Girondins, comme tu dis, comme un élu du terroir, et on s'aperçoit des limites de M. Castex. Ses limites en tant que chef de la majorité, en tant qu'homme politique, il ne connaît pas tous les codes. On a l'impression qu'il débute dans le champ politique et il fait beaucoup d'erreurs. Mieux, il inquiète les Français. Déjà, circule l'idée que le président de la République ne pourra pas aller aux élections avec le même Premier ministre, qui sera rincé à l'issue du deuxième, voire de la troisième vague. Et donc, il faudra du sang neuf, comme on dit. Donc, je ne pense pas il ne peut pas y avoir une crise politique en pleine crise, en pleine double crise. Je veux dire, la classe politique fait front et même les partis extrêmes sont plutôt raisonnables et jouent le jeu, même s'ils critiquent et même s'ils pensent prendre leur revanche lors des élections à venir. Mais ils jouent le jeu. Je ne pense pas à une crise politique tout de suite, mais je pense qu'il y aura une nouvelle donne, forcément, dans le courant de cette année, avec de l'année prochaine, pardon, à la faveur de ces élections. Et je pense qu'il y aura une nouvelle équipe à Matignon. Je pense elle va sortir grande victime de cette seconde vague. Mais rien n'est impossible et à l'allure où vont les choses, il y a une véritable crise de confiance, une véritable défiance, mais abyssale par rapport à l'exécutif, et on ne peut rien exclure. Là, tu faisais
référence à un moment, où le recours Nicolas Sarkozy était plausible. En tout cas, il était dans les esprits, de gens de droite, peut-être aussi gens du centre. On voit bien que là, en ce moment, il y a le recours, François Hollande, Emmanuel Valls qui a fait une intervention sur C'est à vous hier, habillé en bleu, blanc, rouge, la veste, bleue, la cravate rouge et la chemise blanche. Est-ce que ce recours à gauche et le manque, depuis l'arrivée de Emmanuel Macron, de nouvelles têtes et d'émergence d'hommes de stature, peut poser un problème à notre République? Bon, je pense que pour le moment, ce sont des effets de manche de toutes ces personnalités que tu as citées. Ancien président de la République, Nicolas Sarkozy est quand même englué par ses affaires et sa nouvelle mise en examen pour des motifs graves rajoute à son handicap. Et donc, il a un très gros handicap. Donc, il n'a que, je pense, le maniement du verbe à son actif et je ne le vois pas revenir. Idem de François Hollande, même s'il intervient dans le débat, idem de Manuel Valls, qui intervient beaucoup, mais dont la cote dans la classe politique est très faible depuis son pas de deux en Espagne et sa volonté de revenir après avoir essayé en Espagne. Donc, je pense que ça passera par d'autres formules ou des nouvelles hommes ou femmes qui apparaîtront, mais qu'on ne devine pas, enfin, qui existent dans le sérail politique, mais qui prendront une initiative, ou ça peut être effectivement, en cas de coup dur, notamment sécuritaire, ça peut être un gouvernement d'union nationale, mais pas forcément avec un des noms que tu as cités. Ça peut être une des personnes du gouvernement, on peut penser à Gérald Darmanin, on peut penser en coulisses, je sais qu'il y a une bataille d'influence au sein du gouvernement entre les deux ministres chargés des deux gros dossiers du moment. Gérald Darmanin, qui se voit bien pour l'après-Castex si Macron était réélu en 2022, ou Véran, qui lui est plus l'aile gauche, qui aimerait bien réussir la sortie de la pandémie pour peut-être exister et ailleurs qu'au ministère de la Santé. Après, il peut y avoir d'autres hommes politiques qui interviennent dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, mais j'y crois pas beaucoup. Dès lors qu'il y a des échéances électorales, le pays a le sentiment qu'il va y avoir une nouvelle donne et qu'on n'est pas dans un blocage complet. Et que, bon, il suffit d'attendre, de ramasser le pouvoir. À tort ou à raison, hein. Peut-être qu'ils le perdront tous collectivement. Et ça sera Emmanuel Macron de rechef de nouveau. Mais je pense que là, la proximité des élections fait que ça diminue le risque de voir une crise politique majeure avec coucou le voilà ou le revoilà, un, un animal politique qui revienne comme ça. Moi, ça me paraît, voilà, ça me paraît peu probable. Dans ton intervention, on ne voit pas d'émergence d'hommes ou de femmes de gauche. Anne Hidalgo, pour toi, est comment dirais-je, Alors, non, disqualifiée? non, tout peut arriver. Le problème, c'est que jamais la société française n'a été aussi à droite. Des dernières enquêtes d'opinion montraient que la gauche, il y avait à peine 20% des Français qui se sentaient, 17% qui se sentaient vraiment à gauche. Il y avait un gros tiers au centre et puis le reste droite et extrême droite. Donc on a une société qui a peur, qui a la frousse et qui a envie qui a peur du lendemain, qui a peur du déclassement, qui a peur d'être égorgé au coin de la rue, avec toutes les fake news, etc. Donc c'est une société qui est droitisée. Donc il est pas évident c'est pas forcément le meilleur terreau pour un pouvoir de gauche. Même s'il y a tout un espace à gauche qui pourrait, s'il s'unissait, faire un peu comme Joe Biden par rapport à Trump, faire une coalition un peu démocrate, je dirais, voilà, du centre-gauche aux écolos, en passant par Anne Hidalgo, en passant par le PS. Bon, cette force, elle peut faire presque 20% si elle s'unit, si elle s'entend. Donc, elle peut challenger le président sortant, surtout s'il a un bilan inexistant ou très contesté. Mais je pense que dans le débat public, tous ces leaders de gauche qui peuvent être populaires au terrain local, au terrain girondin, comme tu le dis, qui peuvent être populaires à Paris, qui peuvent être populaires même à Dijon, qui peuvent être populaires à Bordeaux, à Lyon, relativement populaires,
Ça n'enclenche pas de dynamique nationale. On voit plutôt quelqu'un qui nous ramène de l'ordre et qui nous ramène, qui prenne des décisions et qui soit cohérent. Alors cette personne, homme ou femme, elle peut venir de droite ou de gauche, mais le moment n'est pas venu encore pour qu'elle éclose. Mais l'arrivée de la présidentielle peut permettre son éclosion. Et effectivement, à gauche, mais à gauche, encore se fractionner. On peut même penser que des garçons comme Montebourg, qui semblent vouloir avoir des envies de revenir, on peut s'attendre, si Xavier Bertrand pointe son nez, on peut s'attendre à un Xavier Bertrand tout d'un coup poussé par certaines personnalités de gauche. Et moi, je verrais bien par un Montebourg. Si vraiment la gauche est dominée par l'écolo et s'entre-déchire entre les piolistes, les non-piolistes, les urmiques, les non-urmiques, etc. Anne Hidalgo peut avoir du mal à faire la synthèse. Il ne faudra pas faire la synthèse, il faudra engager vers le pays vers une solution. Mais on peut avoir des républicains de gauche se prononcer pour un candidat de droite, surtout s'il devait s'appeler Xavier Bertrand. Est-ce qu'une une personnalité comme Audrey Pulvar, qu'on voit dans les starting blocks en Ile-de-France, d'un seul coup créer la surprise un peu à la Ségolène Royal? Ah ben, tout euh, peut arriver. Oui, tout peut arriver. Bon, le problème, c'est quand même qu'elle a un parcours quand même dans la politique encore plus récent. Ségolène Royal, avant sa candidature à la présidentielle, elle avait été ministre X fois, elle avait été biberonnée dans l'écosystème mitterrandien. Enfin bon, elle était épouse de François Hollande. Enfin bon, elle avait quand même un sacré pédigré. Audrey Pulvar, elle vient de la société civile, elle vient de la presse, elle vient à peine d'être élue, adjointe à l'agriculture à la mairie de Paris. Alors effectivement, elle fait la synthèse pour la France profonde. Elle est élue parisienne et elle s'occupe d'agriculture. Ça, c'est le grand art. Et elle est candidate avec, semble-t-il, une avance. Elle pourrait terminer deuxième. Elle pourrait être la challenger de Valérie Pécresse pour les régionales en Île-de-France. Ouais, il peut y avoir un phénomène Pulvar. Mais bon, de là à l'imaginer dans d'autres compétitions, j'en doute. Mais elle peut enrichir l'offre à gauche si elle fait un score honorable et si elle challenge Valérie Pécresse. Mais je doute qu'elle l'emporte. Bah, merci Philippe pour cette brillante intervention. Mais je t'en prie. Je te propose de revenir régulièrement, Ah oui, peut-être, oh, oui, oui, tant qu'on on ne peut peut faire un pas point. faire un point régulièrement. Après Bah, les élections américaines aussi, on peut. on peut, la semaine Ses prochaine. conséquences sur l'échiquier français, parce que ça va en avoir. Merci Philippe Rier, journaliste politique, pour ton intervention. Tu étais déjà venu au Club Lamartine et je te dis à bientôt. Merci. À bientôt. Salut Lionel. Ciao. Ciao.